avec nous pour ce club, Louis Morin. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous, journaliste politique et réalisateur. Pablo Pio-Vivien. Bonjour Pablo. Bonjour, bonjour. Merci également d'être là, rédacteur en chef de Regard. On va parler évidemment de cet entre-deux tours des législatives. Il reste aux candidats jusqu'à 18h pour déposer leur dossier en préfecture. Alors qui se désistera, qui se maintiendra? Le Front républicain, appelé de ses voeux par la gauche notamment, sera-t-il suivi? Que va faire le camp présidentiel? On va voir tout ça avec vous, Alex. Vous allez nous faire un petit point, vous, sur ces désistements. Et oui, car certains candidats du camp présidentiel se désistent pour faire barrage au RN. D'autres refusent de se désister face à un candidat insoumis. Et puis d'autres encore refusent de se désister tout court, car ils espèrent que même en troisième position, ils vont quand même gagner. Et voilà, c'est à suivre tout de suite, ce club spécial législative. Et ces législatives, elles font l'actualité dans nos régions. On va voir ça avec nos partenaires de la presse régionale. On va en Corse, à Ajaccio, retrouver Henri Mariani. Bonjour Henri, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Directeur délégué de Corse Matin. Henri, en Corse, on a observé dimanche une forte poussée du Rassemblement national qui confirme les scores des européennes. Est-ce que vous l'avez vu venir ? Alors, le score de Jordan Bardella était effectivement extrêmement élevé. Ceci étant, on pensait raisonnablement que les 4 députés sortants, donc les 3 députés nationalistes, autonomistes et Laurent Marcangeli, qui est donc le député sortant de la première circonscription de Corse du Sud et qui est, vous le savez, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, une des composantes de l'ex-majorité présidentielle, seraient largement au second tour, largement en tête au second tour. Il n'en est rien, puisqu'effectivement le RN fait une forte poussée. Les candidats RN bénéficient d'un sorte de phénomène d'aspiration du score de Jordan Bardella. Laurent Marcangeli, j'y faisais référence, est talonné dans la première circonscription par une candidate RN totalement inconnue. Il y a 160 voix d'écart entre les deux. Madame Carena donc s'est installée en Corse il y a 3 ans. C'est sa première candidature et elle vient rivaliser sur des terres qui sont des terres de droite où le RN n'a jamais fait de grosses percées. Il y a également la situation dans la seconde circonscription de Corse du Sud. Paul-André Colombagne, le député du PNC, le député autonomiste, là aussi est devancé par le candidat du Rassemblement national, François Fillon. Il y a 3500 voix d'écart entre les deux. Donc ça a été une surprise, il faut bien le dire. Et même si on savait que le RN ferait des scores importants, on n'imaginait pas que les députés sortants se retrouveraient en difficulté pour certains. Est-ce que vous avez pu analyser, Henri, les ressorts de ce score du Rassemblement national ? Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a eu, il y a un phénomène d'usure en ce qui concerne les 3 députés nationalistes. Les nationalistes sont arrivés au pouvoir en Corse en mars 2014 avec l'élection à la mairie de Bastia de Gilles Simeoni, qui est devenu ensuite le président du conseil exécutif une année plus tard. Donc le personnage central, la clé de voûte du système politique corse. Il y a un phénomène d'usure. Les députés corses ont beaucoup travaillé. Vous savez, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, sur le projet d'autonomie de la Corse, négligeant peut-être des problématiques beaucoup plus terre à terre, le pouvoir d'achat, les difficultés d'emploi, les difficultés de transport, etc., etc. Et grosso modo, il paie peut-être un peu ce prix-là, cette politique un peu trop axée sur de la politique politicienne et moins proche des électeurs et des territoires. Je pense que c'est ce qui leur est reproché aujourd'hui à travers ce score et à travers ce scrutin. Merci beaucoup Henri. Peut-être un mot sur votre une, l'accord secret, parce qu'il y a eu un désistement. Finalement, il n'y aura pas 4 candidats RN, mais seulement 3. Oui, madame, la candidate RN dans la seconde circonscription de Haute-Corse s'est retirée tardivement hier soir. Il y avait une triangulaire qui était prévue et le bureau national du RN lui a demandé de se retirer. Alors c'est un peu de la soupe politique corse, mais bon, ça fait aussi partie du folklore. Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif, a demandé à faire barrage au RN lors du second tour. C'est une sorte de mesure de rétorsion puisque le RN a appelé à voter dans cette seconde circonscription pour le candidat de droite qui se présente sans étiquette mais qui est en fait le président de la fédération Les Républicains de Haute-Corse, sans étiquette pour ne pas avoir à trancher sur le débat Ciotti-anti-Ciotti. Voilà.
Merci Henri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de Corse Matin, c'est donc l'accord secret. Cette question posée à la une de Corse Matin dans l'une des 4 circonscriptions de l'île. Merci Henri d'avoir été avec nous et puis on suivra évidemment les résultats sur l'île de Beauté. Pablo, Louis, je ne vais pas vous interroger sur la cuisine corse, rassurez-vous, mais juste c'est peut-être symptomatique parce que en Corse c'est vrai qu'il y avait sur les scrutins nationaux un vote Rassemblement national, mais sur les scrutins locaux un vote très local qui allait vers les candidats nationalistes. Là, on n'a pas vu ça dimanche. Est-ce que c'est la preuve que ces législatives, elles ont été un scrutin national, un vote d'étiquette beaucoup plus que d'habitude et que finalement les équations locales ont moins joué sur ces législatives? C'est tout à fait le cas et d'ailleurs on le voit, hein, le vote Rassemblement national, le vote d'extrême droite plus généralement, sociologiquement, il s'ancre de plus en plus dans en gros toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les catégories d'âge et tous les territoires. Et ça c'est quelque chose de nouveau. Avant vous aviez genre le vote notamment d'extrême droite était circonscrit à certaines catégories sociales, certains. Alors bien évidemment hein, il y a des différences hein, entre les âges, entre les catégories socio-professionnelles, entre le niveau d'études. Ça a beaucoup été commenté. Hein. En gros, moins vous avez un niveau d'études, plus votre niveau d'études est élevé, moins vous avez de chances de voter Rassemblement national. Mais en fait, tout ça est à nuancer puisqu'ils poussent la vague RN, comme ça a très bien été dit par le directeur de Corse Matin. La vague RN, en fait, elle explose tous ces clivages, tout ce qui avant fonctionnait, était des résistances. Toutes ces résistances sont en train de casser face à la lame de fond Rassemblement national et ce sur l'ensemble des territoires. Je note quand même que dans les territoires d'outre-mer, ça a un peu résisté à cette vague alors qu'on aurait pu penser qu'ils auraient pu faire des bons scores dans ces territoires et non, là ils ont été quand même plus balayés que dans le reste de la France. Ouais, ça a été un scrutin plus national avec une vague RN. On va voir les chiffres, hein, on les a sur le comparatif entre les législatives de 2022 et celles de 2024, Louis. Et pour une raison simple, Oriane, c'est que c'est une campagne très courte qu'on a vécue après cette dissolution. Donc forcément, c'est propice non pas aux identités propres de chaque candidat, mais aux dynamiques nationales. Et la réalité, effectivement, c'est que la dynamique était à la contestation du pouvoir en place, ce qui est tout à fait logique hein, sur une élection intermédiaire. Et donc forcément, eh bien, on a des blocs très clairs qui se sont dégagés du résultat du premier tour. Hier, Raphaël Glucksmann, qui était l'invité du 20h de TF1, il a dit « Ce ne sont pas des législatives, c'est un référendum pour ou contre l'extrême droite ». Il voit juste ou pas ? Moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Alors surtout, c'est d'autant plus vrai pour le second tour. Après, ça a été aussi voulu décrété comme ça par le président de la République lorsqu'il a choisi de dissoudre le soir des élections européennes. Lorsque vous avez des élections, en gros, et que vous avez une autre élection quelques jours après, en gros, c'était 3 semaines. Oui, il y a 3 semaines d'écart entre les deux élections. Il y a 2 possibilités. Comme vous n'avez pas la possibilité d'initier une nouvelle dynamique, ou bien il y a une ratification de ce qui s'est passé aux élections, à la première élection, en l'occurrence aux élections européennes, ou bien il y a une amplification de la dynamique qui avait été amorcée aux élections européennes. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur une ratification. Tout est resté à peu près dans les mêmes eaux qu'aux élections européennes. Vous avez une augmentation de la participation substantielle, même assez importante, mais globalement, ceux qui n'avaient pas voté aux élections européennes ont voté à peu près comme ceux qui avaient voté aux européennes. Donc, Raphaël Glucksmann a raison. Tout le monde avait le résultat des européennes, tout le monde a vu que la liste de Jordan Bardella est arrivée très loin devant. Et bien ensuite, il s'est agi pour les électeurs et les électrices de se positionner par rapport à ce premier score. Oui, enfin, il faut quand même nuancer un petit peu. Raphaël Glucksmann, certes, a raison, mais enfin, référendum pour ou contre l'extrême droite, la faute à qui ? La faute à qui ? La faute aux partis politiques qui ne sont pas d'extrême droite, devant leur incapacité aujourd'hui à mobiliser sur leurs propres projets. C'est ça la réalité, c'est que si on avait des projets forts, si on avait eu des débats absolument impactants sur la société pendant toute cette campagne, on n'aurait peut-être pas eu un référendum pour ou contre l'extrême droite. Il n'y a eu aucune proposition forte. Les programmes, finalement, il y a eu quelques débats sur le montant du budget de chaque programme, mais il n'y a pas eu non plus de débat fort sur le plan programmatique. Donc forcément, à partir du moment où personne n'est capable d'incarner une alternative, eh bien forcément, c'est le parti qui a le plus de visibilité médiatique qui prend le dessus.
Et d'ailleurs, on le voit dans ce paysage politique avec 3 blocs, c'est cette stratégie du repoussoir qui est utilisée de plus en plus. Les européennes, eh bien, le Rassemblement national a voulu jouer sur la stratégie d'un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Ça a marché avec le score qu'on connaît. Là, la gauche utilise cette stratégie de front républicain d'un référendum pour ou contre l'extrême droite. Et en face, Jordan Bardella, lui, utilise la stratégie également du repoussoir d'un référendum pour ou contre la France insoumise, contre Jean-Luc Mélenchon, avec son camp qu'il vend comme une union nationale qui serait plus modérée, qui serait le camp de la raison, voilà, qui serait représenté par lui. Vous avez raison, et c'est vraiment regrettable, parce que finalement, on arrive à chaque fois à des stratégies d'un vote de peur. On n'est plus sur un vote d'agrément, on n'est plus sur un vote qui s'identifie à un projet. On est uniquement sur un vote de peur d'un ou d'un autre parti, des représentants d'un parti. Et effectivement, toute la campagne, on l'a eu finalement fondée sur des polémiques, sur des candidats. Sur qui avait des candidats qui avaient pu tenir des propos par le passé, et notamment chez LFI ou au Rassemblement national. On n'a pas arrêté d'avoir effectivement différents exemples qui ont été cités. Mais on a eu très peu de propositions, et c'est vraiment ça qui est dommage. Finalement, c'est la démocratie qu'empathie. Moi, je suis assez d'accord sur le côté proposition et projet, même si ceci aurait pu être élaboré avant la campagne. Hein. La campagne, le plus souvent, peut être un moment juste de cristallisation de tout ce qui a été construit auparavant. Là, force est de constater que ça n'avait pas été tellement le cas, parce qu'il a fallu ramasser les forces. Je parle notamment pour la gauche. Hein, en l'espace de quelques jours, quelques heures, il a fallu reconstituer un bloc qui était complètement éparpillé et qui se foutait dessus, enfin il se foutait sur la gueule juste avant. Donc il a déjà fallu faire ça. Donc après, pour le projet, c'est un peu complexe. Et ensuite, mettre en récit et en mots ce projet est encore plus complexe. Mais juste par rapport à ce que disait Louis, moi je peux pas te laisser dire à mettre sur un pied d'égalité ce qui se passe à gauche ou ce qui se passe à l'extrême droite. J'entends la stratégie du repoussoir, mais elle n'est pas de même nature. C'est-à-dire que rappeler du côté que la gauche et même les macronistes essayent d'expliciter en fait le projet du Rassemblement national en expliquant que ce qu'ils racontent sur la binationalité est profondément raciste et profondément problématique par rapport à ce qu'est l'histoire de la France, c'est une chose. D'un autre côté, expliquer, et j'entendais encore Sébastien Chenu sur votre plateau, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, il l'a répété au moins une douzaine de fois dans votre interview. Je suis là, non mais où est-ce qu'il est? Enfin, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, Sébastien Chenu le sait très bien, la France insoumise et même le nouveau Front populaire, désolé pour Sébastien Chenu qui en fait une marotte et un épouvantail systématique, mais ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais il continue. Jean-Luc Mélenchon s'était à nouveau porté candidat quand même, il y a quelques jours. Donc mais c'est super, super. Bon, dans ces cas-là, moi aussi j'ai qu'à me porter candidat, et comme ça on parlera de moi. Mais non, mais en fait, il faut arrêter de croire. Louis, sincèrement, est-ce que tu crois que Jean-Luc Mélenchon a une once mathématiquement, arithmétiquement, d'arriver à Matignon dimanche soir? Mais oui, mais Pablo, il faut juste en revenir aux institutions. Qui nomme le Premier ministre? C'est le président de la République. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc il va nommer Jean-Luc Mélenchon. Mais alors là, vraiment, ça c'est du pile politique. Non. Mais non, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe comme pas, tu l'as très bien dit toi-même. Non, mais par exemple, on part tous sur l'hypothèse que ce sera Jordan Bardella qui sera Premier ministre en cas de victoire du RN. Rien ne le dit. Rien ne dit que Emmanuel Macron décide que c'est effectivement Jordan. Il peut tout à fait nommer un autre postulant au poste de Premier ministre issu des rangs du Rassemblement national. Et on n'en parle pas. Parce qu'effectivement, Jordan Bardella a dit « Moi, je n'irai pas gouverner si jamais je n'ai pas de majorité absolue ». Mais Emmanuel Macron a tout à fait la liberté d'aller piocher chez n'importe quel autre parlementaire ou représentant du Rassemblement national pour être Premier ministre. Donc il faut arrêter avec l'idée que le Premier ministre est forcément désigné par les membres du groupe majoritaire. Le seul problème, c'est que si le Premier ministre n'est pas accepté par les membres de ce groupe majoritaire, il y a une motion de censure immédiate et le gouvernement tombe. Dans la réalité, on trouve d'autres personnalités. Une fois que l'élection est passée, on trouve toujours d'autres personnalités qui acceptent le poste et qui seront acceptées parce que les jeux de pouvoir sont tels que beaucoup sont prêts à aller gouverner et à accepter les postes. Alors, on revient sur cet entre-deux-tours puisque les candidats ont jusqu'à 18h pour déposer leur dossier et se posent la question du front républicain. Alex, on va voir ça avec vous.
Les candidats du camp présidentiel, ils hésitent face à ce front républicain. Ah oui, actuellement, il y a au moins une cinquantaine de candidats du camp présidentiel qualifiés pour le second tour mais arrivés en troisième position qui ont décidé de se désister au profit du candidat de gauche pour éviter l'élection d'un député Rassemblement national dans leur circonscription. L'exemple le plus marquant, c'est celui de la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, arrivée en troisième position à Marseille et qui, dès dimanche soir, a pris la décision de se désister. Même décision pour deux autres ministres, Marie Guévenoux, la ministre en charge des Outre-mer, et donc qui s'est désistée dans le département de l'Essonne, et également Fadila Khattabi, la ministre des Personnes âgées et des personnes en situation de handicap, qui s'est désistée en Côte d'Or. Autre désistement marquant dans le camp présidentiel, un désistement qui va sans doute permettre à François Ruffin, le candidat du Nouveau Front populaire, d'être réélu dans sa circonscription de la Somme face au Rassemblement national. La candidate Renaissance, Alban Branlant, s'est désistée, je la cite, en expliquant qu'elle fait une différence entre ses adversaires politiques et les ennemis de la République, sous-entendu le RN. Et puis enfin, il y a des candidats du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui ont décidé de se désister, alors même que leur patron, Édouard Philippe, a donné la consigne de ne donner aucune voix au RN et à la France insoumise. Eh bien, il y a des candidats Horizon qui se sont désistés face à des insoumis. C'est le cas de Laurent Bonnater, qui est proche d'Édouard Philippe et qui s'est désisté au profit de la jeune insoumise Alma Dufour dans la 4e circonscription de Seine-Maritime. Il a néanmoins précisé qu'il ne donnerait pas sa voix au RN. Il n'a pas dit s'il allait voter pour cette insoumise. Des désistements, mais aussi des candidats qui refusent de se retirer au second tour. Oui, des refus qui ont été renforcés par un manque de clarté dans les consignes des cadres de la majorité présidentielle. Édouard Philippe, qui est par exemple sur un nini entre le RN et la France insoumise, tout comme Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et donc sur le terrain, certains candidats ne pratiquent pas ce désistement républicain. Par exemple, dans le Val-de-Marne, le candidat Renaissance, Loïc Signor, arrivé en 3e position, ne veut pas se désister au profit du jeune insoumis Louis Boyard. Je le cite, pour ne pas laisser les électeurs orphelins des valeurs républicaines, pour ne pas les contraindre à choisir entre le Rassemblement national et Louis Boyard, j'ai pris la décision de me maintenir au second tour. Et puis, il y a d'autres candidats du camp présidentiel qui sont arrivés en 3e position et qui se maintiennent car ils pensent qu'ils ont les réserves de voix pour gagner. C'est le cas de la ministre des collectivités territoriales, Dominique Faure, en Haute-Garonne. Elle arrive en 3e position, juste derrière le RN, autour de 30% des voix. Un candidat socialiste est en première position à 36% des voix, mais la ministre a choisi de se maintenir, se désister, c'est donner un choix dans lequel je ne me retrouve pas. C'est également le même cas de figure dans les Bouches-du-Rhône avec la candidate Renaissance Anne-Laurence Pétel qui se maintient face au candidat de la gauche et face au Rassemblement national car elle estime, je cite, que le candidat de la gauche a déjà perdu. Je suis la seule à pouvoir rassembler les voix démocratiques et républicaines, donc à voir si ces candidats vont réussir leur pari risqué dans les urnes. Ouais, Louis, on le voit, c'est Front républicain, géométrie variable du côté du camp présidentiel. Exactement, mais aussi du côté d'ailleurs de LFI et de l'Union de la gauche, parce que Jean-Luc Mélenchon disait clairement que c'était uniquement dans le cas où il y avait un risque de victoire du candidat RN qu'il fallait se désister, si jamais, y compris si jamais leur candidat est arrivé 3e. Et finalement, l'Union de la gauche dit non, dans tous les cas, on se désiste si notre candidat est arrivé 3e. On a là aussi deux versions qui s'opposent. Finalement, ce mouvement de désistement, c'est un peu la grande hypocrisie. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas le résultat du premier tour qui influe sur le désistement qui devrait y avoir. C'est le potentiel de victoire du candidat qui s'oppose au candidat du RN. Et on le voit avec Dominique Faure, qui dit à juste titre « Je suis mieux placé que l'autre candidat pour gagner cette élection, et donc je n'ai pas de raison de me désister. Si je me désiste, il y a un risque davantage, plus important que le RN gagne. » Donc là aussi, il y a finalement une hypocrisie. Les candidats les plus extrêmes devraient se désister systématiquement pour faire barrage au RN et pas l'inverse. Moi, je vais reprendre les mots de Jacques Toubon ce matin dans une interview au Monde qui disait les nuances dans le Front républicain sont coupables.
Elles sont coupables parce que ce Front républicain, et d'ailleurs, ils sont très peu en fait à droite à avoir vraiment tenu une ligne comme Jacques Toubon, hein, qui est un homme de droite, comme Dominique de Villepin, comme Charles Consigny, mais franchement, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont dit en fait le Front républicain tel que il a toujours existé en fait dans la droite républicaine contre l'extrême droite. Je suis forcé de constater que tout le monde y met des petites nuances. Alors Nini, alors si c'est Louis Boyard, c'est non. Si c'est machin, c'est oui. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Ce n'est pas à la hauteur du moment historique que l'on est en train de vivre. Il faut que les députés, les candidats plutôt et les candidates qui ne se désistent pas pour faire barrage au Rassemblement national aient bien en tête le rôle qu'ils peuvent avoir dans l'histoire de notre pays. Je veux dire, on est encore en train de regarder la liste des gens qui ont donné les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Ils n'étaient que 80, je le rappelle, sur les plus de 600 députés à avoir voté contre les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Et ces gens sont encore aujourd'hui considérés comme des héros. Et les 569 autres qui ont voté pour les pleins pouvoirs, c'est du goudron et des plumes. Pablo, Okay, on n'aurait probablement pas eu ces débats si tous les candidats de l'Union de la gauche avaient été irréprochables. À partir du moment... Ça, j'ai pas très bien compris. Mais à partir Où est-ce qu'un candidat du nouveau Front populaire s'est maintenu pour faire passer le RN? Qui ont été violents. On a des candidats qui ont été violents. Qui a été violent? Qui a été violent? Fiché S. Qui a été violent? Fiché S. Non mais fiché S. Raphaël Arnaud par exemple. Fiché S. On peut revenir sur le débat. On peut revenir sur le débat de fiché S. Vous avez des candidats qui, dans leur clip de campagne... Non mais Louis, qui a été violent? À partir du moment où vous avez des candidats dans leur clip de campagne qui mettent, alors qu'ils sont accusés d'antisémitisme, qui mettent Buitoni four à Pierre dans leur clip de campagne. C'était pas un clip de campagne. Non, c'est le clip de campagne de Delogu. Pardon. Non, c'est pas un clip de campagne. Est-ce qu'il l'a dénoncé? Est-ce qu'il l'a dénoncé? Non, il l'a retweeté. Il l'a même modifié. Il l'a retweeté. Non, mais vous vous rendez compte de l'indécence? C'est digne des pires provocations de Jean-Marie Le Pen. À partir du moment où vous avez ce type de candidat, effectivement, qui représente l'Union de la gauche et que l'Union de la gauche continue de les soutenir, il est normal et légitime après d'avoir ce type de réaction. Mais c'est bien. Vous m'avez sorti 3 candidats, enfin un qui est violent. Je sais pas de qui vous parlez. Je sais pas qui est-ce qui a été violent. Raphaël Arnaud qui est fiché pour violence. Ah bon, vous êtes au courant de la raison pour laquelle il était fiché S alors que lui-même ne le sait pas. Excusez-moi, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Mais fichier S, je le rappelle pour les gens qui savent pas, mais le fichage S, c'est des services de renseignement ou des services du ministère de l'Intérieur qui décident de façon arbitraire de ficher des gens, donc en l'occurrence ce Raphaël Arnaud. C'est censé rester secret, c'est censé ne pas pouvoir être utilisé dans une cour d'assises, au tribunal, devant la justice, et surtout ce n'est pas opposable. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud, un jour, on lui a dit « vous êtes fiché S », en l'occurrence par 3 services de renseignement, mais il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas jusqu'à quand, il ne sait pas d'ailleurs s'il l'est toujours. Donc, vous dites que c'est pour des violences, moi, je n'en sais absolument rien. Il y a beaucoup de fichiers S qui sont des écologistes, des militants écologistes, des militants qui se mobilisent contre des grands projets, etc. Et sûrement des militants politiques. Peut-être que Louis Morin, vous êtes fiché S, mais que vous ne le savez pas. Pourquoi vous faites comme ça? Je n'en sais rien. Non, mais on n'en sait rien. Non, parce que j'ai jamais participé à des manifestations violentes, tout simplement. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas la seule raison pour être fiché S. Ça fait quand même partie des raisons. Au-delà, sur la question que pose Louis. La question que pose Louis, c'est est-ce que LFI paye ses attitudes et paye certains de ses propos? Eh ben, c'est utilisé comme un épouvantail. Et LFI est utilisé, c'est la, comment on dit, c'est la bonne justification. Tiens, on va dire que LFI, ils ont été antisémites, ils ont été trop violents, ils ont sorti un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, quelle horreur, ils ont fait du bordel, donc ça va nous permettre de plutôt Hitler que le Front populaire. Voilà. Mais cette façon en fait de se justifier systématiquement, alors qu'ils ont juste peur d'affronter avec courage la situation historique que l'on est en train de vivre et de dire non, pas le Front National, je trouve ça honteux. Pardon, mais on entend exactement les mêmes arguments du côté du Rassemblement National. Ils disent exactement la même chose. Ils disent qu'ils sont diabolisés à tort. C'est exactement ce que vous venez de dire. Ils sont pas. À partir du moment où il y a une ambiguïté de fond, il est normal par la suite. L'ambiguïté de fond. L'ambiguïté de fond, c'est cette ambiguïté sur l'antisémitisme. C'est cette ambiguïté. Il y a eu des propos antisémites. Cette ambiguïté sur le Hamas, organisation terroriste ou pas. Mais bien sûr. Oui, mais en fait, vous me parlez de 3 députés. Vous me parlez de 3 députés, en fait. Non, ça a été la stratégie politique de LFI. Si vous pensez que l'antisémitisme est consubstantiel à la France insoumise, je sais même pas quoi vous dire, parce que ce n'est pas le cas. Genre la majorité de la gauche, mais même pas que
politique, hein, même en dehors de la gauche, les intellectuels, les syndicats, etc. Parce que oui, il existe une gauche en dehors des partis politiques. C'est érigé contre, cet antisémitisme. Oui, exactement. Il existe même une gauche en dehors de LFI. Et même à l'intérieur de LFI, les propos auxquels vous faites référence ont été dénoncés. Ok, donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Pas par tous. Et le problème, c'est que vous avez justement des personnes qui n'ont pas dénoncé ces propos, qui sont aujourd'hui élus députés. Oui, exactement. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, il se compte sur la poignée d'une main. Hein, ça, il faut quand même le rappeler. Hein, il y a 177 députés et il y en a peut-être 5 qui vous posent un problème. Et on est en train de faire tout un cas parce qu'il y a Louis Boyard, parce qu'il y a David Guiraud, parce qu'il y a Raphaël Arnaud. Franchement, est-ce que c'est à la hauteur de la situation ? Je ne le pense pas. Non, mais est-ce que du coup LFI est un frein au Front républicain ? Mais bien sûr, LFI est un frein aux Républicains, de fait, puisque tout le monde passe son temps, à la fois les médias, la droite, l'extrême droite, à parler de LFI, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas à la hauteur du moment qu'on est en train de vivre, qu'il faut au bout d'un moment passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça veut dire s'affronter à l'extrême droite qui, dimanche, va peut-être prendre le pouvoir dans ce pays. Puis pardon, Pablo, mais il y a une vraie question par rapport à cette union de la gauche, qui, on voit bien, n'est pas tenable. Je veux dire, au soir du premier tour, où on a Jean-Luc Mélenchon qui vient parler au même moment que Marine Tondelier. On comprend bien que l'union de la gauche, elle n'existe pas en réalité. Voilà. Et la gauche a fait... après la dissolution, ce qu'elle fait en cas de risque fasciste, elle se réunit. Et elle se réunit, vous l'avez tous noté de façon assez... D'aucuns ont pensé que c'était original, mais en fait, c'est pas original. Et avec des François Hollande jusqu'à Philippe Poutou. Voilà. Mais déjà, rien que ça, pardon, ça interroge. Mais non, ça s'appelle un front antifasciste. Non, François Hollande, enfin, le front. Mais vous savez, dans les caves, pendant la Résistance, il y avait des catholiques à côté de communistes. Et Dieu sait s'ils se détestaient. Mais ils l'ont fait parce qu'il y avait le risque fasciste. En 1936, pour le Front populaire, parce qu'il y avait aussi des factions fascistes qui étaient à 2 doigts de prendre le pouvoir, ils se sont réunis entre les Ratsocs et les communistes, alors que juste avant, ils se foutaient sur la gueule et parfois ça allait jusqu'à certains... Il y a même eu des morts, en fait, dans des bagarres entre des Ratsocs et des communistes dans les années 30. Mais ils se sont réunis parce qu'en face, il y avait un risque fasciste. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez bien, c'est pas crédible, tout simplement. Si vous voulez, voilà. C'est pas crédible, hein. Parce qu'il n'y a pas d'union programmatique. Oui, il n'y a pas d'union, mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'union programmatique. Et donc ça ne tient pas. Mais il y a une résistance. Et donc ça ne fait pas de majorité. Mais si vous avez envie de croire que c'est parce qu'il n'y a pas de projet ou il n'y a pas de programme que le Front populaire va nécessairement perdre, ou moi j'appelle plus ça le Front populaire. Maintenant c'est le Front républicain. Hein, j'inclus même là-dedans le centre et les LR qui doivent faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que vous imaginez demain, parce que finalement c'est la question qui se pose, est-ce qu'on peut imaginer demain un grand gouvernement d'union nationale avec un Jean-Luc Mélenchon et à l'intérieur un représentant de Horizon ? La réponse est non. La réponse est non, mais il s'agira pendant un an, pendant lequel il ne peut pas avoir de nouvelles élections, de reconstruire cette démocratie sur des bases saines, c'est-à-dire un clivage gauche-droite en excluant l'extrême droite du champ politique. Merci à tous les deux. Vous revenez la semaine prochaine pour nous parler du résultat de ces législatives. Si vous en êtes d'accord, on continuera à parler de ces élections. C'est à la une de la presse régionale. Ces législatives, elles font la une de la presse régionale. Et oui, on le sent, la campagne de l'entre-deux tours est lancée. Les candidats qualifiés pour le second tour ont jusqu'à ce soir pour confirmer leur candidature en préfecture ou alors décider de se désister pour éviter la victoire de leurs ennemis politiques. Le nouveau Front populaire appelle au désistement de leur candidat en 3e position pour faire barrage au RN. Le camp présidentiel est plus divisé sur cette question du Front républicain. Certains appelant à faire barrage à la fois au RN et à la France insoumise. Et Jordan Bardella estime, lui, que ce Front républicain est une alliance, je cite, de la honte entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et en attendant, certains députés qui ont été élus dès le premier tour dimanche ont fait leur rentrée hier à l'Assemblée, notamment les élus RN du Nord. Et oui, le journal La Voix du Nord dresse le portrait des députés RN du Nord et du Pas-de-Calais élus dès le premier tour. Une vague de 12 députés RN. Alors certains visages connus comme Marine Le Pen, Sébastien Chenu, qui est pressenti pour devenir le président de l'Assemblée nationale, même s'il n'a pas voulu l'avouer sur votre plateau, Oriane, en cas de majorité RN, mais aussi des petits nouveaux députés du Rassemblement national comme Alexandre Dufosset, 25 ans seulement, originaire du Cambrésis. Il a commencé jeune à militer à 19 ans au RN. Il travaille depuis 6 ans aux côtés justement de Sébastien Chenu. On peut également citer Guillaume Florquin, 31 ans, qui a battu le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, dans sa circonscription de Saint-Amand-les-Eaux. Dans la Manche, les députés sortants ont tous un point commun.
Eh bien oui, les 4 députés sortants de la Manche se retrouvent tous en duel au second tour face au Rassemblement national. L'ancien ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, Stéphane Travert, était au premier tour au coude à coude à 33% avec le candidat LR allié au RN, Pierre Giry. Il devrait bénéficier du retrait de la candidate de la gauche. La députée socialiste Anna Pic devrait elle aussi conserver son siège face à un autre candidat LR allié au RN. Et puis un député Les Républicains de la Manche, mais non allié à Éric Ciotti, Philippe Gosselin, se retrouve lui dans un duel face à un candidat RN. Et là encore, il devrait pouvoir passer grâce au désistement de la gauche. Ça se complique pour Olivier Véran ? Le second tour de tous les dangers pour Olivier Véran, titre le Dauphiné Libéré, puisqu'en Isère, Olivier Véran a vu le jeune candidat insoumis Hugo Prévost le devancer nettement. Et la campagne entre les deux hommes va continuer d'être saignante. Olivier Véran estime que l'élection d'un insoumis en Isère serait une catastrophe. Ce n'est pas face à moi un étudiant gentil aux idées de gauche, c'est un insoumis qui nous est envoyé par Mélenchon depuis Paris, où il bloque sa fac à la manière d'un Louis Boyard, le jeune député insoumis. Un mot de foot rapidement. Et oui, la France est qualifiée en quart de finale de l'Euro 2024 après sa victoire face à la Belgique 1-0 dans un match tendu, dans la douleur. L'équipe de France qui continue son parcours dans l'Euro, même si elle marque très peu de buts. C'était moche. Voire pas du tout. C'était très moche le match hier. Pas joli. Merci Alex. La une de la revue Regard, c'est le Front Populaire. Ouais, c'est le Front Populaire. Bon, c'était mensuel, hein, donc genre on espérait encore une grande victoire au premier tour. On va bientôt changer et peut-être cette semaine parler de résistance contre le Rassemblement national. Allez, vous viendrez nous en parler. Merci Pablo, merci Louis d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Huck pour Sens Public. On se retrouve demain.